certain nombre de slides et d'introductions qui durera le temps qu'elle durera. Le but étant évidemment qu'on dialogue ensuite. Donc, n'hésite pas à tenir toute la séance avec la présentation. Ensuite, sur la question qui est posée, pourquoi échouons-nous à enseigner les maths, je dois préciser tout de suite que je ne me place pas dans un petit cadre qui est celui de la France de 2023 où la situation est objectivement pas bonne, elle est moins bonne que ce qu'elle a été historiquement. Mais ce n'est pas le sujet dont je veux parler. Je veux pas parler de ce qui est limité à un pays, un moment, une culture, une crise de recrutement des profs, une crise des programmes, etc. Mais plutôt d'un problème universel. Parce que mon analyse, et je pense qu'elle est assez généralement partagée, c'est que les maths posent problème quand même partout et depuis toujours, depuis qu'elles ont été inventées. Une petite stat que je trouve amusante, c'est un sondage qui a été fait auprès de lycéens américains. On leur demandait quelle était leur matière préférée. Et en bleu, à droite, vous avez les scores des différentes matières. Alors, les deux matières préférées, c'est le sport, et juste derrière les maths. C'est le plus grand pourcentage de gens qui disent... Enfin, combien de pourcents des étudiants disent c'est les maths que je préfère? Il y en a beaucoup. Et par contre, quand on demande aux étudiants quelle est votre matière, la matière que vous détestez le plus, c'est les maths carrément en premier, plus largement encore. Mais dans les deux cas, c'est une matière donc où il y a des gens qui l'adorent, des gens qui la détestent. C'est une matière polarisante, autrement dit. Alors que vous voyez, les langues étrangères, tout le monde s'en fout. Ça pose aucun problème. L'éducation à la santé, tout le monde s'en fout. Mais vraiment, la religion, c'est encore pire. Mais les maths, c'est vraiment le truc le plus polarisant. Vous pourriez imaginer un score de polarisation qui est la somme des deux, c'est là où la largeur totale des deux barres, c'est vraiment très largement au-dessus. Ça, c'est du point de vue du goût. Mais si vous demandez quelle est la matière la plus facile, quelle est la matière la plus difficile, vous avez exactement la même chose. Et il y a des gens pour qui les maths, ça a l'air super facile, surtout au lycée. Il y a des gens qui, de toute leur vie, de tout le lycée, n'ont jamais eu à travailler les maths. Ils ont toujours été premiers. Et il y a des gens qui travaillent comme des bêtes, qui ont toujours été derniers. Parce que dans la salle, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé et qui étaient premiers. Au lycée, c'est quand même. Au lycée, après, ça c'est grave, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé comme des bêtes et qui étaient toujours mauvais? Donc on a un biais de sélection, il n'y en a pas ici, mais vous savez qu'il y en a. Vous avez connu, ils étaient assis à côté de vous en fait. Et c'est un truc mystérieux. Pourquoi il y a des gens qui sont si forts en maths? Pourquoi il y a des gens qui sont si mauvais? Ce qui est marrant, c'est que ce truc, ça se reproduit. C'est que vous prenez ceux qui sont bons en maths, vous les mettez dans un enseignement supérieur en maths, ça va être pareil. Il y en a qui vont devenir super bons, d'autres qui vont devenir catastrophiquement nuls. La recherche, c'est pareil. Et les gens qui sont mathématiciens professionnels, ils ont l'impression d'être totalement nuls. Il y en a qui sont 1000 fois meilleurs qu'eux, mais peut-être 1 million de fois meilleurs. Il y a des écarts. Je regarde Sylvie qui est là dans la salle. On a tous vécu ça. C'est sidérant à quel point les gens qui sont plus forts que nous sont monstrueusement plus forts que nous. Et cette singularité des maths, il n'y a aucune autre discipline scolaire qui crée les mêmes enjeux. C'est quand même un truc super bizarre quand on y réfléchit. Et pourquoi? D'où ça sort ce truc? Pourquoi c'est comme ça? Alors, petit sondage. Qui a une opinion sur pourquoi c'est comme ça? Personne? Sûrement une culture familiale, une sorte d'hérédité non biologique, peut-être qui induit le fait d'être intéressé ou pas par la matière. Ouais, à ceci près qu'il y a des exemples de fratrie où il y a un qui est super bon en maths et l'autre qui est nul en maths. Peut-être qu'à partir d'un certain moment, je dirais qu'il y a une limite cognitive pour apprendre, enfin pas dans toutes les matières, mais par exemple dans les maths, certaines personnes qui sont peut-être un cerveau plus adapté que d'autres. Alors, cette explication, que je vais évidemment démonter, elle est quand même très répandue. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse génétique. Pour être honnête, moi j'ai longtemps cru que c'était génétique. Et comme j'étais super bon, je croyais que j'étais génétiquement supérieur, ce qui était assez plaisant comme sensation.
Jusqu'au moment où j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment meilleurs que moi, je me dis merde, si c'est génétique, je suis foutu en fait. Boutade à part, je pense que c'est la croyance la plus répandue. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elle sert de justification à la fois pour ceux qui sont bons, ils disent « Ah super, je suis dans la race des seigneurs », et pour ceux qui sont nuls, en disant « Ah, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, c'est génétique, du coup, pas la peine que je me batte, le monde est injuste, etc. » Et je suis convaincu, alors par exemple, la première personne qui est intervenue en disant une composante héréditaire non biologique, non génétique, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez dit ça, c'est que vous sentez bien que c'est un peu gênant de dire que c'est génétique, parce que c'est pas très politiquement correct, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens de ceux qui disent c'est pas génétique, qui en fait sont pas complètement sincères, parce qu'ils n'osent pas vraiment dire qu'ils pensent que c'est génétique. Je pense qu'à peu près tout le monde est convaincu qu'il y a une très forte composante génétique. Après la sortie de mon livre, les critiques étaient généralement très positives. Par contre, il y avait un groupe de gens, à peu près tous les milieux, qui m'accusaient de démagogie parce que je disais que c'était pas génétique. Et l'idée que c'est pas avant tout un facteur génétique est considérée quand même comme un peu de la démagogie, un truc un peu facile, etc. Donc je pense que ça vaut le coup de passer un tout petit peu de temps à vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que c'est pas principalement génétique. Je suis convaincu qu'il y a des prédispositions génétiques. On n'est pas égaux comme on n'est pas égaux devant à peu près tout dans la vie génétiquement. Il y a des gens qui vont faire plus d'infarctus, d'autres plus de cancer du sein, d'autres qui vont être meilleurs au 100 mètres, d'autres qui vont avoir un indice de masse corporelle plus gros à régime égal. Ok, on n'est pas égaux, mais le phénomène incroyable qu'on observe avec les maths, je ne crois pas qu'il soit dû à la génétique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est tellement, il y a ce truc tellement incroyable sur les maths qu'on a entendu dire pendant longtemps qu'il y avait une sorte de gène des maths, la bosse des maths. Il y a un truc, vous l'avez ou vous l'avez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'évolution mendélienne, de Mendel. Vous connaissez l'histoire de Mendel et des petits pois, découverte des gènes en fait, au XIXe siècle. Il a fait des études d'hybridation entre des petits pois lisses et des petits pois ridés. Il a découvert que le fait d'être ridé, c'était un gène récessif. Il fallait avoir 2 allèles du ridé pour être ridé, etc. Ça, c'est s'il y avait un seul gène, ça donnerait un truc comme ça. Mais vous savez aussi que généralement, la génétique, ça ne se présente pas comme ça en vrai. Il y a quelques attributs, quelques traits humains qui sont du type mendélien. Par exemple, avoir les yeux clairs ou les yeux foncés. Vous savez que si vous avez 2 gènes yeux clairs, vous avez les yeux clairs. Si vous avez un seul gène yeux foncés, vous avez les yeux foncés, a fortiori si vous en avez 2. Être hémophile, ok, c'est un seul gène. Mais, ok, un certain nombre de particularités, de traits de l'être humain qui peuvent être des pathologies ou des traits morphologiques, peuvent s'expliquer par un gène unique, avec un truc complètement binaire, mais c'est assez rare. Les traits complexes, les traits avancés, comme par exemple la taille. La taille, c'est pas totalement génétique. Si vous ne mangez pas, vous ne grandissez pas, ça n'y a rien à faire. C'est bien pour ça que les populations grandissent, parce qu'elles sont mieux alimentées, elles ont moins de maladies. Mais cela dit, dans une population égale, il y a une dimension génétique très forte de la variabilité de la taille des individus. C'est très bien mesuré, très bien calibré, elle est très forte. Mais elle n'est pas totalement déterministe, mais elle n'est pas attribuée à un seul gène. C'est ce qu'on appelle c'est une héritabilité polygénique. Les dernières études qui ont été faites sur des grandes cohortes de population avec des séquençages du génome ont identifié des milliers d'endroits dans le génome qui contribuent positivement ou négativement à votre taille. Donc c'est une sorte de tombola, vous tirez, je sais pas, 10 000, 20 000 pièces, pile ou face, et puis selon le nombre de facteurs que vous allez avoir qui vous tirent dans un sens ou dans l'autre, il n'y en a aucun qui surnage vraiment de ces facteurs. Ils sont tous, il y en a un qui est plus important que les autres, mais il est tout petit, et puis il y a toute une longue queue comme ça, des facteurs qui se cumulent. Ça fait une gaussienne quand vous additionnez ça, d'ailleurs c'est un petit cours de maths derrière, une gaussienne c'est jamais qu'une somme de tirages aléatoires, c'est la limite d'une somme de tirages aléatoires quand le nombre de tirages tend vers l'infini. Ça ressemble à une gaussienne. Et donc ça c'est la gaussienne chez les hommes,
dans je ne sais pas quelle population. Je verrai ça sur Internet. Mais ça ne ressemble pas du tout à la distribution des maths. Quand vous avez un tirage de quelque chose de polygénique, c'est centré sur une moyenne, mais la majorité des gens sont dans un intervalle assez resserré autour de la moyenne. On fait à peu près tous la même taille, même si on se gargarise des écarts de taille. Les hommes sont plus grands que les femmes, mais en vrai, la différence, c'est 10%. Hein. C'est pas beaucoup, en fait. C'est pas... les hommes sont 50 fois plus grands que les femmes. C'est pas... ceux qui sont très grands sont 1 million de fois plus grands que ceux qui sont petits. C'est pas comme ça, un truc polygénique. Ça ressemble pas à ça. Et puis surtout, il y a une moyenne, et les gens sont dans la moyenne. Une distribution, celle des maths, ça ressemblerait à un truc comme ça. Il y aurait les nuls en maths, puis un espèce de truc de très bon, puis des super bons, puis des génies au bout du... Ça ne peut pas être polygénique. Et c'est marrant parce qu'on a tendance à se moquer des gens qui croyaient qu'il y avait un gène des maths. Mais pour le coup, si c'était génétique, ce serait plus un truc mendélien comme ça, parce que c'est complètement binaire en fait. Mais si c'était le cas, on l'aurait trouvé depuis longtemps, le gène. Ce serait facile à trouver. Hein. On ne l'a jamais trouvé. Donc oui, il y a des facteurs, et comme dans tous les champs cognitifs, il y a des facteurs. Petite note en passant, j'ai récemment passé pas mal de temps à relire beaucoup des articles de recherche sur l'héritabilité de choses comme le QI, aussi absurde que cette mesure soit, elle est quand même, elle existe et elle est mesurée. Il faut savoir qu'il y a d'énormes erreurs méthodologiques dans la plupart des études, et généralement la dimension génétique de ces facteurs psychologiques est largement et cognitifs est largement surestimée. Je pense que c'est un sujet qui va émerger dans les années à venir. On va se rendre compte quand même qu'il y a des grosses erreurs méthodologiques, des erreurs de stats dans ce qui a été fait. Et il n'y a aucun facteur génétique qui peut expliquer les écarts comme ce qu'on va voir. Sincèrement, c'est pas possible. Mais du coup, c'est quoi l'explication ? Il en faut bien une. C'est une réalité qu'il y a des gens qui sont super bons en maths. Et d'ailleurs, je crois que les gens qui m'accusaient d'être démagogique quand je disais que c'était pas génétique, pensaient que je niais qu'il y avait des écarts en maths. Mais ils sont là et ils sont obscènes. Il y a vraiment des gens qui sont 1 milliard de fois meilleurs que les autres en maths. C'est obscène. Mais pourquoi c'est comme ça ? Alors, ouais. En raison, selon mon observation, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à croire, à mon avis qui est fausse, que la mathématique, par son aspect abstrait et universel, mesurerait en fait une forme d'intelligence, ce qui je crois est complètement inhibant pour toute une partie d'élèves et extrêmement flatteur pour une autre partie d'élèves. Ouais. Et je crois que c'est très polarisant. Alors ça c'est effectivement partie, je pense que c'est un élément clé de l'analyse. Cette hypothèse 1, qui est dans la tête de tout le monde, elle est fait une prophétie autoréalisatrice qui fait qu'il y a des gens qui s'enferment dans les nullité en fait. Donc voilà, en tout cas, la manière dont moi je résume l'hypothèse, et je vais essayer de commencer à argumenter, puis on continuera le débat. Mon hypothèse, c'est que c'est nos croyances fausses sur ce que sont les maths et sur comment fonctionne notre cerveau qui rendent impossible la démocratisation des maths. En réalité, on n'enseigne pas les maths. Les gens arrivent dans une salle de classe en ayant déjà compris ce qu'il fallait faire, ou en n'ayant pas compris, sans mettre de mots dessus, on leur dit jamais de quoi il s'agit, et ça ne fait que renforcer cet écart de départ qui se polarise complètement. On se trompe sur ce que sont les maths profondes, collectives de l'humanité, des mathématiciens et mathématiciennes en premier lieu, commises depuis 2300 ans, c'est ce que je pense. Donc c'est une thèse assez forte, je reconnais toute l'arrogance qu'il y a à dire un truc pareil, mais je ne suis pas tout seul, et je pense que ce qui s'est passé, c'est que depuis une vingtaine, trentaine d'années, il y a graduellement un certain nombre de fissures qui sont apparues dans les dogmes historiques de ce qu'étaient les maths, et aujourd'hui, on arrive à la maturité de ça, donc c'est plus un moment de maturité qui nous permet de voir les choses autrement. Et pour vous donner un exemple de ce à quoi peut ressembler une prophétie autoréalisatrice, imaginez l'ambiance dans les cours de natation si les gens étaient convaincus que c'est génétique. Il
Il y a ceux qui flottent, ils ne sont pas beaucoup, les heureux élus, et tous les autres, ils coulent. Vous croyez que le gamin, il va se jeter à l'eau? C'est qu'à moitié une blague. Il ne faut pas oublier que pendant 1500 ans, en Occident, on a oublié que l'homme pouvait nager. On ne l'enseignait plus. Pendant tout le Moyen-Âge. C'est seulement au XVIe siècle que ça a été réintroduit. Et au début, c'était même interdit dans les universités, c'était interdit de se baigner parce que c'était super dangereux, les gens ne savaient pas nager, ils se noyaient. Parce que si vous ne savez pas nager et qu'on vous met dans l'eau, vous vous noyez en fait. Parce qu'il y a des gestes pour nager. Il faut les bons gestes. Et le premier geste, c'est de ne pas paniquer, de ne pas croire que vous allez vous noyer. Un petit enfant que vous mettez dans l'eau, il a peur en fait. Et si vous le mettez dans un cadre de croyance, où il pense qu'en plus il n'est pas fait pour nager, il n'a aucune chance d'apprendre à nager. Il suppose d'abord de se maîtriser soi-même et de faire reculer la panique en fait, qui s'empare de nous quand on est migrant. Donc les croyances, c'est pas anecdotique en fait sur les enjeux d'enseignement. Surtout quand il y a les enjeux psychomoteurs derrière, comme en maths. Alors le premier signe qu'on se trompe, vous pouvez le voir dès le premier paragraphe de la définition de ce que sont les maths selon Wikipédia. Donc blablabla. Alors déjà c'est marrant parce que étymologiquement ça veut dire connaissance, étude, apprentissage, donc c'est un truc totalement universel quoi. C'est la voie de la connaissance quoi. Un domaine de connaissance qui inclut l'étude des nombres, des formules, des formes et des espaces, il y a la géométrie, il y a les quantités, mais, c'est ce que j'ai surligné, il n'y a pas de consensus général sur leur périmètre exact ou leur statut épistémologique. C'est quand même problématique. On inflige un enseignement depuis le primaire jusqu'au supérieur à des milliards de gens d'une discipline dont on ne connaît pas le statut épistémologique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de ce truc. On ne sait pas ce que c'est en fait. Comment espérer que ça se passe bien si on ne sait même pas ce que c'est? Il y a plus concrètement un espèce de débat depuis des millénaires sur ce que sont les mathématiques. Il y a deux visions. Alors officiellement, je m'étais inscrit en licence de philo quand j'étais en thèse de maths, et notamment pour faire les cours de philo des maths. C'est la seule fois de ma vie où j'ai raté une UV en fait. Je l'ai passé au rattrapage parce que je n'étais pas d'accord en fait avec l'espèce de polarisation habituelle de comment on présentait la philo des sciences, la philo des maths. Donc il y aurait soi-disant deux écoles. Les platonistes, ou platoniciens, je ne sais jamais comment on est censé dire. Ceux qui sont convaincus que les objets mathématiques existent dans un monde parallèle, transcendant, le monde des idées pures. Alors évidemment, il y a les heureux élus qui sont des espèces de chamans qui ont accès à ce monde parallèle, des objets qui voient, qui sentent, qui peuvent parler, ils peuvent les toucher, et puis les autres n'ont pas accès à ce monde. C'est quand même bizarre ce monde parallèle. C'est problématique en fait. Ce monde des vérités absolues, qui survole, qui surnage, inaltérable, etc. Puis il y a le camp opposé qui dit les maths, c'est des suites de symboles sur des feuilles de papier, c'est des calculs mécaniques, ça peut être fait par des machines, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de sens, ça veut juste rien dire, c'est juste des mécanismes, des calculs. Alors, petit sondage, qui est plutôt de l'école platoniste, qui est plutôt de l'école formaliste? Platoniste ou platonicien, si vous voulez lever la main. Ok. Les formalistes? Il y a l'une des meilleures boutades sur les mathématiciens que j'ai lues, c'est d'un mathématicien qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Robin Hirsch. Donc, je ne connaissais pas le nom avant d'avoir écrit mon livre, mais en préparant un exposé l'an dernier, je me suis rendu compte que je suis tombé sur ses écrits. Et il dit cette phrase très amusante, il dit « Les mathématiciens sont
platoniciens pendant la semaine et formalistes le week-end. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand ils travaillent, quand ils font des maths, ils font comme si les objets étaient là. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on interagit avec les objets, qu'on les comprend, qu'on a des idées dessus, on joue avec les objets dans notre tête, en fait. Ils sont là, on les sent, quoi. Par contre, le week-end, quand ils sont dans leur belle famille et qu'ils expliquent leur métier, ils ne peuvent pas dire ça. Parce que ça fait vraiment ma boule. Déjà, quand on est mathématicien, c'est un peu limite. Donc ils ne peuvent pas dire ça, donc ils disent c'est les systèmes de calcul, c'est la rigueur, la déduction, la preuve, les axiomes, les théorèmes, les trucs. Mais en fait, ils n'y croient pas vraiment non plus. Et il y a une autre phrase de Roy Banerjee que j'aime beaucoup qui dit qu'en fait, cette opposition, ce choix auquel on nous enjoint de faire, entre on est soit platonicien, soit formaliste, ça vient d'une tentative de fonder les mathématiques dans quelque chose de transcendant, qui ne serait pas humain. Et si on abandonne cet objectif un peu absurde, en fait, enfin, en tout cas problématique, de fonder les mathématiques comme une source de vérité indubitable, il faut qu'on accepte que c'est une activité mentale humaine. Autrement dit, ce truc dont on nous disait que c'est la langue de l'univers, comment il est arrivé à sa fameuse méthode. Il raconte comment à force d'essayer de visualiser les choses dans sa tête, il arrive à les voir plus clairement, il y a des tas de textes. Et à cet endroit, je ne le suivrai pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Il est convaincu que notre esprit est d'une nature différente de notre corps, et que notre esprit est d'essence divine, et accède à la vérité, parce qu'il est en quelque sorte façonné directement par Dieu. C'est une croyance bizarre pour un type qui est, au fond, le précurseur de la modernité rationaliste. C'est quand même une croyance spiritualiste très étrange. Vous pouvez penser ce que vous voulez, croire en Dieu, pas croire en Dieu, mais pour quelqu'un qui cherche la vérité absolue, sans se référer à l'historique de la tradition, des dogmes de son époque, c'est bizarre de supposer qu'il y a un truc magique dans sa tête qui est une communication avec Dieu. Autrement dit, il se passe dans sa tête un truc qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à expliquer. Cantor, là on est au 19e siècle. L'inventeur de la théorie des ensembles, dont il est convaincu que ça lui a été suggéré directement par Dieu. C'est le deuxième. Okay. Bon, il a fini en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a un truc qu'il ne comprenait pas sur ce qu'il faisait lui-même. Ramanujan, mathématicien indien du début du XXe siècle, génie absolu, génie d'une précocité, d'une fulgurance absolue. C'était un type qui prenait une feuille de papier, il écrivait une espèce de formule invraisemblable, il mettait théorème. Et on lui disait, mais ok, mais c'est peut-être vrai, enfin, c'est incompréhensible, mais c'est peut-être vrai, mais comment tu sais que c'est vrai? C'est quoi la démonstration? Il dit, pas besoin de démonstration. Ma déesse personnelle me l'a révélé en rêve. Le troisième, c'est Dieu qui lui parle. Quatrième, Alexandre Grothendieck, sans doute le plus grand mathématicien du XXe siècle. Là, c'est à la fin de sa vie. Je sais que, bon, c'est même pas la peine de raconter la suite vu la photo, mais il était convaincu que Dieu venait chuchoter à son oreille aussi. Mon interprétation de ce pattern évident chez les mathématiciens, qui ne se limite pas à cela, mon directeur de thèse, qui est un vrai athée, est convaincu que ces résultats les plus importants lui ont été suggérés par Dieu. Et c'est un vrai athée, un bouffeur de curé. Donc, mon hypothèse, c'est que ce truc bizarre, ce pattern qui revient tout le temps, et qui d'ailleurs est à l'origine de la philosophie dualiste qui est encore assez dominante aujourd'hui entre la dissociation corps-esprit, c'est qu'il y a un phénomène cognitif que la pratique des mathématiques provoque, qui était inexplicable historiquement. Ce phénomène, c'est qu'en fait, en pratiquant les mathématiques, on fabrique une espèce de rééducation, on surapprend cognitivement certaines choses, on développe notre capacité de vision, et il y a des choses qui nous apparaissent. D'où l'illusion platonicienne. Donc, voilà 5 points communs
Et je ne veux pas faire de la théorie, là, je veux juste faire de la pratique. Donc c'est des points où je passe en premier lieu à savoir pourquoi c'est comme ça, ni à démontrer que c'est comme ça. Je dis juste, mon expérience, c'est que la plupart des gens qui font des maths sont d'accord avec ça. Ça correspond à ce qu'ils ressentent. Donc on est vraiment dans la phénoménologie la plus concrète de l'activité mathématique. Premier point. Quand on fait des maths, on n'est pas dans le formalisme. Et on n'est pas que dans l'intuition. On est dans un dialogue entre les deux. Il y a deux mouvements dans les maths. Il y a un mouvement il y a un truc écrit, des pattes de mouche sur une feuille de papier, une équation, un théorème, un raisonnement imbitable. Et vous essayez d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Vous essayez de visualiser. Et dans l'autre sens, les choses que vous imaginez, vous avez l'impression que c'est vrai, vous essayez de mettre des mots dessus. La pratique des mathématiques est structurellement un va-et-vient entre ces deux choses. C'est une activité psychomotrice, essayez de verbaliser ce que vous voyez, essayez de visualiser ce qui est écrit. Et vous dialoguez comme ça. Comme ça qu'on fait les maths. C'est jamais dit, hein, ça n'a jamais été dit à l'école, mais c'est comme ça. Le deuxième point qui n'a jamais été dit, c'est que donc il y a ce truc, on a vraiment l'impression de faire des gestes dans notre tête. Alors ça, c'était une grande révélation pour moi pendant que j'écrivais le bouquin. J'ai posé cette question bêtement autour de moi à des gens qui faisaient des maths, qui étaient bons en maths. Quand tu fais des maths, tu fais des gestes dans ta tête. Répondent tous oui. Qui est d'accord avec cette assertion? Ok. Ma compagne, qui était nulle en maths, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ah, mais c'était ça. Pourquoi personne ne me l'avait dit? Si j'avais su, ça m'aurait plu. J'ai pas pensé que ça pouvait être ça. » Imaginez le drame, l'ampleur du carnage, le malentendu, depuis des millénaires. On leur a pas dit ça. Donc tout le monde est d'accord avec le fait que c'est les gestes dans notre tête, mais personne ne nous l'a dit. Jamais. Jamais personne ne nous l'a dit. Pourquoi? Parce que c'est le langage de l'univers, donc on n'est pas en train de parler de bricolage qu'on fait dans notre tête. C'est pas sérieux, faire les gestes dans sa tête. Et ce qui se passe, et c'est là où il y a un phénomène qui est vraiment bizarre et qu'on n'anticipe pas en fait, c'est qu'au début on n'arrive pas à voir les trucs, mais à force d'essayer de les voir. Ça veut dire que c'est comme dans la musculation. Au début, vous n'y arrivez pas, puis vous développez du muscle, comme un exercice psychomoteur, plutôt une planche à voile. Vous montez sur une planche à voile, la première fois, vous tombez dans l'eau, et puis au bout d'un moment, vous y arrivez. Ou comme marcher, c'est pareil. Ça paraît pas croyable d'arriver à marcher quand vous ne savez pas marcher, puis au bout d'un moment, vous y arrivez. Elle a un effet qui est de modifier cognitivement les mathématiques. C'est pas que les mathématiques sont réservées aux gens intelligents, c'est que les mathématiques sont une pratique qui augmente notre intelligence. C'est pour ça que c'est bien, les maths. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça qu'il faut en faire. C'est pour ça que c'est dégueulasse d'en priver plein de gens. Et comme personne ne nous avait dit que c'était possible, parce que déjà, personne ne nous avait dit que c'était une affaire d'intuition. Ensuite, quand on comprend que c'est une affaire d'intuition, on a l'impression que c'est un truc génétique magique. Il y a ceux qui ont l'intuition et ceux qui n'en ont pas. Évidemment, à un moment donné, à l'instant T, il y a des gens qui ont une intuition d'un truc, il y a des gens qui ne l'ont pas. Ils sont aveugles, ils se sentent inférieurs. Mais c'est dynamique, ce truc-là, ça grandit. Si on ne vous dit pas que ça peut grandir, pourquoi vous seriez motivé à faire des maths? Quand vous commencez, vous êtes nul, forcément. Sur chaque nouveau concept, vous êtes à nouveau nul, vous êtes à nouveau un débutant à chaque fois. Mais une fois que vous avez compris que ce truc-là, ça pousse comme un végétal, avec la même lenteur, ça veut dire qu'il faut être patient. C'est pas parce que ça ne marche pas une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, il ne faut pas continuer. Une fois que vous avez compris que vous pouvez le faire, vous devenez super fort, parce qu'au fil des ans, vous capitalisez, vous grandissez, vous progressez. Mais si on ne vous l'a pas dit, vous avez toutes les chances de vous décourager, surtout si vous croyez que c'est génétique. Et donc c'est toujours cet aller-retour, hein, je ne fais jamais que répéter ce que j'ai écrit plus haut, c'est imaginer ce qui nous semble trop abstrait, interroger nos images mentales, se rendre compte qu'on a toujours des images mentales, on a toujours besoin d'en avoir, elles sont toujours fausses. Mais en comprenant comment elles sont fausses, on va soit les modifier, soit en fabriquer de nouvelles qui sont complémentaires, des angles nouveaux pour voir les choses, et on va enrichir notre panoplie de représentation mentale. Et il n'y a jamais une bonne représentation, une mauvaise représentation d'un objet mathématique. Il y en a plein, et selon les problèmes, il faut arriver à passer de l'une à l'autre, en fabriquer une nouvelle, etc. Ce truc est vivant. Et ce qui est vraiment magique, et c'est là où, si on n'a pas conscience que notre cerveau est capable de faire ça, et c'est assez naturel pour notre cerveau de faire ça, ça paraît bouleversant. Quand on fait des maths, d'un seul coup,
un truc qui nous paraissait imbitable devient tangible. On a l'impression qu'on peut le toucher. Moi, je peux imaginer un icosaèdre, là, devant, je le vois, il est là. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un icosaèdre, mais vous pouvez imaginer une sphère. C'est facile. Ben, en fait, cette activité-là, c'est une faculté psychomotrice invisible de votre cerveau. Et cette activité psychomotrice d'imaginer des choses et de voir des choses dessus, elle est au cœur de l'activité mathématique. Donc en fait, le formalisme dans les mathématiques, c'est une espèce d'appareil de rééducation cognitive. Et il faut pratiquer des séances de rééducation cognitive. Si vous ne faites pas, si vous n'essayez pas d'imaginer des trucs, vous ne progresserez jamais. Donc il y a toute une activité invisible. Voilà. Donc, évidemment, ça suppose de balayer la plupart des croyances fausses qu'on a sur le cerveau humain, que notre intelligence est principalement génétique, c'est pas vrai, qu'on est soit logique avec cerveau gauche ou intuitif cerveau droit, ça ne veut rien dire. En réalité, c'est des moments différents d'utilisation de notre cerveau et il faut faire dialoguer les deux. Alors, j'ai insisté sur la dimension erreur philosophique, erreur épistémologique historique des maths, et c'est très grave. Et autant on peut comprendre qu'on s'est trompé par le passé, autant j'espère bien que ça va devenir scandaleux de raconter des choses stupides sur les maths, comme c'est la langue de l'univers, etc. Parce que c'est scandaleux, parce que c'est des choses qui entretiennent donc, les préjugés. Donc ça c'est pour, on va dire, les intellectuels qui parlent des maths, les mathématiciens, les gens qui écrivent les dictionnaires, etc. Mais de manière beaucoup plus concrète. Quand oublions la philosophie, oublions l'épistémologie. Des enjeux d'enseignement très 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 concrets, et je vais finir sur ça, c'est qu'en fait il y a des trucs qu'on ne dit pas aux enfants, il faut leur dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer l'enseignement des maths, s'il est comme ça, il y a de bonnes raisons. Mais il y a un non-dit sur de quoi il s'agit. On ne dit pas qu'il y a un enjeu psychomoteur. On ne dit pas que pendant un cours de maths, il faut essayer d'imaginer des trucs, même quand on n'y arrive pas, sinon ça ne marche pas. C'est comme si on voulait apprendre la planche à voile en étant assis derrière une table avec une chaise, en prenant des notes sur les équations de la mécanique des fluides. Ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, on l'enseigne comme ça. Parce que comme ça se passe dans notre tête, on n'a pas besoin de matériel. On ne pense pas que c'est physique sous prétexte que ça se passe dans notre tête, mais c'est physique. Et ne pas dire aux enfants qu'ils n'auront un bénéfice des mathématiques qu'en ayant cette pratique intime. Il faut faire des gestes dans sa tête. Si vous ne les faites pas, ça ne sert à rien. Ça faire du yoga sans bouger, ça ne marche pas. Et dans ces gestes-là, il y a des bonnes pratiques et il y a des mauvaises pratiques. Notamment, d'un point de vue psychologique. Apprendre à ne pas fuir l'erreur. Quand on commence à être confronté à un concept nouveau en maths, on l'imagine de travers. Donc on pense des trucs faux. On est surpris en permanence, on est nul. C'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage. Il ne faut pas se décourager. Il faut au contraire s'interroger, essayer de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on croyait. Parce qu'en fait, on va se rendre compte nous-mêmes que ce qu'on croyait était faux, en fait. Mais il faut faire cet exercice, il faut arriver à formuler des hypothèses. Moi, j'ai l'impression que tel truc est vrai. Non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Alors, suis la démonstration. Ok, mais... Ah oui, c'est à cet endroit-là. Ah, je comprends, c'est à cet endroit-là que j'avais pas compris. Ok, j'avais mal vu ce truc-là. Je voyais pas de la bonne manière. Ça suppose une confiance en soi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup au départ, parce qu'elle va se construire toute seule quand on commence à pratiquer ça. Donc, ne jamais dire aux enfants que les mathématiques sont avant tout une affaire de cognition et qu'il faut surmonter certaines inhibitions assez universelles qu'on a tous. Tous les mathématiciens que je connais ont des inhibitions, ils ont appris à les surmonter. Ne pas dire ça, c'est vraiment passif-agressif avec les enfants. C'est vraiment pas acceptable en fait. Ça a été tant qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, pour moi, ça devient inacceptable. Vous vous rendez compte le carnage, l'ampleur du carnage. Le nombre d'enfants à qui on n'a jamais dit que c'était normal de ne pas comprendre. Et on n'a jamais dit que ça commençait par ça, mais qu'il fallait s'accrocher. Notamment, l'objectif, et ça, alors là, c'est peut-être un peu pieux, mais je pense que c'est quand même assez important, se mettre bien d'accord sur l'objectif de l'enseignement en maths. Le premier objectif, ça devrait être que l'élève ait compris. Et être compris, c'est un truc objectif. C'est subjectif, mais c'est objectif. C'est une sensation physique très claire. J'ai compris. Sinon, j'ai pas compris. Apprendre à reconnaître cette sensation physique. Ça veut dire qu'il faut... En fait, il ne faut pas hésiter à abaisser le niveau, abaisser le niveau, jusqu'à trouver l'endroit où un enfant se situe pour qu'il ait cette expérience au niveau où il est.
avec son bagage mathématique peut-être très pauvre. Et une fois qu'il a connu cette sensation physique qui est celle de comprendre, là, on peut commencer à l'élever. Mais il n'y a pas de savoir à retenir d'un cours de maths. Alors, petite exception, il y a évidemment des domaines d'application où vous avez besoin. Des maths applis pour tel ou tel domaine, il faut connaître la formule. Donc on va vous mettre une espèce de béquille temporaire, mais ce n'est pas satisfaisant. Vraiment, le seul objectif que vous devez avoir, vous, comme étudiant pendant un cours, c'est de comprendre. Et vous ne devez pas accepter de ne pas comprendre. Et si vous n'acceptez pas de ne pas comprendre, si vous dites « mais je ne comprends pas, parce que moi je crois que c'est autrement, ou parce que j'arrive pas à voir et que vous interrogez vos camarades et que vous lâchez pas l'affaire, vous finirez par comprendre. Si vous ne le faites pas, si vous acceptez, vous ne comprendrez jamais. Ça, c'est gênant, c'est tout. Pour finir, une citation que j'aime beaucoup, Pierre Dely, l'un des plus grands mathématiciens vivants, enfin ceux que j'admire le plus, Mélafield, prix Abel, le meilleur élève de Grothendieck, celui qui a démontré les conjectures de Weil. Tous les problèmes en mathématiques sont psychologiques. Il a dit ça dans un exposé. Voilà, c'est une belle phrase. Voilà, donc j'ai essayé de résumer les idées qu'il y a dans mon livre, évidemment. Et merci, et du coup, discutons. Voilà. Ah ben, il y a plein de questions, je ne sais pas dans quel ordre les prendre. Je crois que c'était... Comment est-ce que vous expliquez les différences sociales entre... Paraît clé, l'enjeu de confiance en soi. Il y a peu de domaines où la confiance en soi devient autoréalisatrice, comme maths. Si vous pensez que vous êtes inférieur, vous allez vous planter en maths. Je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons qui explique l'énorme écart de recrutement dans les filières supérieures entre les maths, dès qu'il y a des maths, entre les filles et les garçons. On sait très bien que beaucoup de jeunes filles sont convaincues d'être plutôt cerveau droit, plutôt littéraire, etc., au détriment des garçons qui seraient plutôt rationnels, calculateurs, je sais pas quoi, enfin bref, il y a toujours ces trucs-là, ces absurdités. Mais elles sont autoréalisatrices, parce que si vous pensez que vous êtes mauvais en maths, vous n'y arriverez pas. C'est vraiment autoréalisateur. Parce qu'il y a cet enjeu de surmonter sa peur de ne pas comprendre et de mettre des mots sur le fait qu'on ne comprend pas. Et il arrive à reconstituer l'espace. Il y a un film incroyable, un documentaire sur lui, vous pouvez voir ça sur YouTube, où on le voit, et il s'appelle Ben Underwood, vous pouvez le voir monter des escaliers, faire du vélo dans la rue, jouer au basket, enfin c'est délirant ce qu'il fait. Alors oui, il ne voit pas aussi bien que quelqu'un qui a des yeux, c'est sûr, mais c'est quand même pas mal. Et ce qui est assez marrant, c'est que il y a des gens qui ont fait des expériences chez des voyants pour essayer de voir en fait comment on peut les entraîner à faire de l'écolocalisation. En fait, on est tous capables de faire de l'écolocalisation. Et vous pouvez commencer. Le premier exercice, c'est simple, hein, vous fermez les yeux, vous faites, et vous demandez à quelqu'un de mettre sa main devant. Même là, je m'entends pendant que je parle, ça change en fait le son de ma voix. Parlez, faites ah, passez la main devant, faites les grosses. Vous sentez un tout petit truc, il y a une toute petite... si vous travaillez à partir de ça, faire des exercices graduellement, pendant une vingtaine d'heures, vous allez commencer à avoir des facultés d'écolocalisation pas nulles. Alors il faut faire des différents objets, différentes distances, différentes matières, etc. Et ce truc, une vingtaine d'heures, c'est le nombre d'heures qu'il faut pour passer son permis de conduire aussi, vous voyez. Il y a beaucoup d'apprentissage comme ça, psychomoteur, où c'est à peu près une vingtaine d'heures pour que, pas pour être un expert, pas pour être le meilleur du monde, mais pour sentir, ah ouais, il y a un truc, je suis devenu capable de faire un truc que je n'étais pas capable de faire avant. Et ça paraît rien, 20 heures par rapport aux enjeux. Mais en fait, je pense que chez les gens qui sont nuls en maths, ils n'ont jamais passé 20 heures à essayer de comprendre. Ils sont dans le canard, ils ont fait 10 minutes de maths dans leur vie. De vraies maths, après ils ont essayé d'apprendre par cœur des trucs. Mais cette fameuse vallée de larmes que je décrivais, qui est celle de quand on commence à faire des vraies maths, elle va durer quelques semaines. Enfin, si on essaye de... Si on résiste, si on se décourage et qu'on ne fait plus les exercices dans sa tête, elle va durer infiniment. Mais si on y va vraiment, avec confiance, ça ne dure pas si longtemps. Et ce qui est fou, c'est que ce soit si dur de consacrer 20 heures de sa vie à vraiment se confronter à sa propre limite, à ses propres limites. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour apprendre un truc. Si vous le faites,
vous développez quasiment des pouvoirs magiques. Mais le mur, la barrière à l'entrée, elle est super élevée alors que c'est très peu de temps. C'est vraiment un truc fascinant psychologiquement. Du temps pour essayer de se pencher sur les concepts. Est-ce qu'il n'y a pas une course effrénée Si, je pense. Alors, je vais y aller mollo parce que je ne suis pas un expert des programmes, donc je vais parler en mettant toutes les pincettes qu'il faut. Je ne veux pas, surtout pas commencer à dire des choses hors de mon domaine de compétences. Mais mon impression, c'est que les programmes, ils sont déterminés par cette idée qu'il y a des outils mathématiques qui sont indispensables pour tel ou tel champ d'application. Et donc, il y a une espèce de panique. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir tel concept, etc. Je pense que dans le monde dans lequel on est, c'est de moins en moins vrai, dans le sens où les compétences précises pour tel ou tel domaine, on peut les acquérir. Vous pouvez regarder une vidéo YouTube sur tel ou truc, vous allez apprendre tel truc si vous avez besoin de tel truc spécifiquement. Par contre, ce que vous ne pourrez jamais apprendre tout seul, c'est l'expérience de la compréhension. Parce qu'elle est super dure à apprendre. Donc, j'aurais tendance à allouer un contingent de temps dans le temps pour les mathématiques, non pas à acquérir tel ou tel outil jugé soi-disant indispensable, mais plutôt à rencontrer telle ou telle expérience formatrice. Dans le parcours de beaucoup de gens qui sont bons en maths, il y a toujours des épiphanies, des moments où ils ont compris quelque chose, qui est généralement quelque chose de psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller à ce que dans les programmes de maths, il y a des choses qui procurent du plaisir. Veiller à ce que on vise la compréhension plutôt, la compréhension en profondeur d'un truc. Donner du temps pour le dialogue entre les élèves. Je crois beaucoup au dialogue entre les pairs. Dans une classe, vous prenez ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, vous les mettez en binôme et vous les faites dialoguer sans témoin. Parce que devant un pair, on a moins de mal à dire qu'on comprend. L'objectif, ce ne serait pas que tout le monde maîtrise tel ou tel concept mathématique, ce serait plutôt que tout le monde ait fait l'expérience, une fois dans sa vie, de ce que c'est que la compréhension mathématique. Une fois qu'on a fait cette expérience, on est beaucoup plus fort parce qu'on sait que derrière la vallée de larmes, il y a un truc génial qui se passe. Quelque chose auquel il faut arriver indirectement. Ça ne veut pas dire que c'est que des cours de psycho, il faut faire comme des vrais cours de maths. Mais il doit y avoir quelque chose du point de vue de l'expérience de la compréhension qui doit être nommé comme tel. Après, les moyens, on verra. Vous voyez des problèmes de gens qui ont suivi des cursus supérieurs avec tel ou tel module. Le sujet dont je parle, c'est un sujet beaucoup plus universel et beaucoup plus grave. C'est la majorité des gens qui sont face à un mur complet de l'incompréhension. Après, oui, c'est difficile les maths, c'est super dur et c'est super vaste. Moi, je connais que 1% des maths qui existent. Cela dit, je sais très bien ce que c'est que faire des maths. Et ça veut dire que quand je suis confronté à un outil que je ne comprends pas, en vérité, je ne panique pas. Soit je me dis, ok, ça ne m'intéresse pas assez pour que je comprenne, je vais juste utiliser et je vais regarder les théorèmes et les trucs comme ça. Soit j'ai envie de comprendre et je m'y prends complètement autrement, mais je choisis, je picore, je ne vais pas essayer de comprendre tous les sujets. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout connaître. Mais j'ai pas l'impression que le problème des maths, c'est que les gens qui sont dans les études supérieures n'arrivent pas à maîtriser 250 outils, ils peuvent en maîtriser que 12. C'est pas très grave ça. C'est pas très grave, vous avez toute votre vie pour apprendre les trucs que vous n'avez pas appris aujourd'hui. Quelqu'un qui ne comprend pas très bien les maths. Moi, je précise. Quelqu'un qui arrive à bien utiliser les outils pour faire les maths, sans forcément les comprendre. Mais de manière un peu scolaire, vous voulez dire? Ouais. Et donc j'espère que ce que je vais vous dire va vous faire entrevoir quelque chose, une expérience que vous n'avez peut-être pas eue justement et que vous êtes justement au cœur de l'enjeu de ce que je dis. Donc on va prendre l'exemple suivant. Est-ce que vous arrivez à avoir un cercle dans votre tête? Ouais. Ouais. Est-ce que vous arrivez à le faire grandir, rétrécir, à le monter, à le baisser, à le déplacer à gauche, à droite? Vous pouvez? Oui. Déjà, j'ai un peu répondu à votre question, parce que ça c'est déjà dans votre tête. C'est quand même super bizarre si vous réfléchissez à ce qui vient de se passer. Il y a des ondes sonores qui passent, etc. Il se passe un truc dans votre tête, je ne le vois pas, mais vous êtes sûr de vous, vous le voyez. Okay. Maintenant, est-ce que ce cercle, une ligne droite peut le couper en 3 points? Ouais. Vous êtes sûr? Essayez de voir un cercle avec une ligne droite. Est-ce qu'une ligne droite peut couper un cercle en 3 points? Ah non, oui. Non? Vous en êtes sûr? Oui. Comment vous faites pour en être sûr? Ah, du coup, j'ai... Est-ce que vous avez fait une espèce de dessin animé dans votre tête avec une droite qui balaye un cercle comme ça? Non, c'est juste très simple. Ouais.
j'ai tracé un trait, j'ai vu qu'il plaît en 2 points. Ouais, mais il peut être à plusieurs endroits, le trait, il peut tourner, etc. Ah oui, oui, oui. Vous voyez cette espèce de raisonnement là, c'est pas vraiment une démonstration, en même temps vous êtes sûr de vous, vous avez vraiment fait un dessin animé dans votre tête. Qui a fait un dessin animé dans sa tête en faisant ça? Vous voyez, donc en tout cas, cet écran, là c'est vraiment ce que j'appelle des gestes dans la tête, quoi. Alors après, si vous le démontrez rigoureusement, c'est plus compliqué. Hein. Parce qu'il faut arriver à mettre des mots sur ce que vous venez de faire. C'est pas simple. Mais après, quand on augmente dans les dimensions, etc., comment, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est quand vous êtes né, le jour de votre naissance, vous n'arriviez pas à avoir un cerveau. Vous l'avez appris, vous êtes familiarisé avec ça. Donc, votre cerveau était capable d'intérioriser le concept de cercle de manière suffisamment puissante pour que vous puissiez invoquer sur commande la présence d'un cercle devant vous. Vous faites ce que vous voulez avec le cercle. Bah ça, vous pouvez le faire avec d'autres trucs, de plus en plus compliqués. Et justement, au début, je vous présente un problème. Est-ce que vous arrivez à avoir une sphère de dimension 5 ? Probablement pas. Non, mais en tout cas, pour raconter des histoires, vous lui racontez, c'est les maths qu'elle sait déjà faire. Un exemple dans mon livre, c'est 1 milliard moins 1. 1 milliard moins 1. Vous voyez le résultat dans votre tête immédiatement. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. À l'époque des Romains, les gens ne savaient pas faire ça. C'était un truc de calculateur prodige. Donc, se rendre compte qu'on a déjà appris des maths, c'est super abstrait en fait. C'est super dur abstraitement. Il a fallu des millénaires de civilisation pour arriver à ce que tout le monde sache faire ça. Et en vrai, on a tous été capables d'apprendre comme ça. Personne ne peut être nul en maths au point de ne pas savoir nager. C'est pourtant l'expérience que les gens ont. Et pour les scribes, c'était une caste héréditaire qui se transmettait les secrets d'écriture en Égypte. Très peu de gens, peut-être 0,1%, même pas, les gens savaient lire et écrire. Aujourd'hui, à peu près tout le monde. Alors, il y a des gens qui sont pas à l'aise, qui sont ce qu'on appelle illettrés, mais ils savent quand même déchiffrer le gros délai, la plupart des gens, en fait. En tout cas, la masse de la population a accès à la lecture. Ça devrait ressembler à ça.